Alors, s'installer en privé, pour les jeunes, c'est une étape extraordinaire. Parce que quand vous installez en privé, vous avez enfin atteint l'autonomie. Et on a passé tellement de temps dans les hôpitaux, on a tellement souffert pour atteindre l'autonomie, que c'est souvent une grande satisfaction. Cette autonomie, toutefois, elle s'agrémente d'une notion supplémentaire. Vous allez devenir chef d'entreprise, chef de votre entreprise. Vous allez peut-être participer à la gestion de la clinique, mais ce qui va être intéressant, c'est la gestion de votre entreprise. Toutefois, avant de regarder les quelques diapos que j'ai préparés, je voudrais que vous vous souveniez toujours de ce que je vais vous dire. Il faut faire une méditation intérieure dans votre cerveau et ne pas mettre en communication l'argent et votre métier. L'argent, ce que vous gagnez, tout ce que vous allez générer comme revenu, c'est la base de votre exercice libéral, mais en aucun cas et jamais, il faut que cette notion d'argent change aucune de vos décisions médicales, autrement que des décisions stratégiques, telles que participer à un robot, à l'achat d'un matériel ou autre. Mais ça, vous devez le travailler, parce que nous avons tous connu des dérives. Alors, un peu de déclinologie. Vous savez, la déclinologie, c'est les journalistes qui écrivent des trucs catastrophiques. Philippe Cuc, Hubert Joannet et moi, nous avons connu ça. Alors, en rouge... Ah, qu'est-ce que c'est ça ? Voilà. En rouge, ce sont la valeur de l'acte chirurgical au fil des années. En noir, c'est le coût de la vie. En vert, c'est la consultation du spécialiste. En bleu, c'est la consultation du généraliste. Quand on vous dit le C à 23 € est un scandale, ben vous voyez que l'acte chirurgical, c'est un très grand scandale. Cette courbe, en tant que déclinologue, je l'ai arrêtée en 2004. Mais on peut la poursuivre. Elle s'est peut-être un peu changée avec les dernières modifications de la nomenclature, mais la tendance générale est là. Les chirurgiens dans les professions de santé. Les chirurgiens dans les professions de santé, pour les administratifs du ministère et des ARS, ne sont pas du tout à plaindre. Vous voyez le revenu moyen de tous les chirurgiens français en 2015. Vous voyez les omnipraticiens, on est du simple au double. Les chirurgiens dentistes et toutes les autres professions sont bien en dessous. Donc le chirurgien moyen en France, c'est une moyenne bien sûr, gagne 160 800 € après déduction des charges. On est bien d'accord, ça n'est pas un chiffre d'affaires. C'est clair ? Donc vous êtes dans l'élite du pays. Revenu des chirurgiens. Alors les chirurgiens, suivant qu'ils sont en secteur 1 ou secteur 2, vont aller de 114 200 à 171 000. Vous voyez que par rapport aux omnipraticiens, on garde toujours la même valeur. Ne tenez pas compte de ces deltas, c'est des erreurs. Les variations annuelles entre 2014 et 2015 pour les chirurgiens sont passées de 4,6 pour les secteurs 1 à 3,8 pour les secteurs 2. Mais regardez les anesthésistes. C'est considérable. Je ne vous ai même pas mis ce chiffre. Pourquoi ? Parce que depuis le début de cette présentation, ça a encore augmenté. Parce que c'est en perpétuelle ascension. Alors, en 2015, c'était 225 000 à peu près. Donc, votre anesthésiste, eh ben, il est mieux placé que vous. Vous vouliez connaître les chiffres moyens en France, les voilà. Prenons une activité standard d'un chirurgien digestif. Environ 450 interventions. C'est Hubert Joannet qui avait fait cette diapo.
70 vésicules, 80 appendicites, 120 hernies, 25 colectomies, des occlusions, des rectums et plus de la bricole. Et ben vous voyez qu'on retrouve notre chiffre en secteur 1 du chirurgien secteur 1. 30% de charge en secteur 1. Bénéfice 80 000. L'Optamco, dernière trouvaille de nos dirigeants, et ben ça permet une augmentation considérable du chiffre d'affaires, du bénéfice, du chiffre d'affaires, pardon. Avec un taux de charge qui est identique et un bénéfice qui est plus important. On a 33% de plus qu'en secteur 1. Donc ne vous privez pas de choisir l'Optamco si vous ne pouvez pas choisir le secteur 2. Mais attention, le secteur 2, ça peut être un mirage parce que si votre dépassement moyen est de 40% du tarif sécurité sociale, avec 36% de charge, vous allez faire moins de bénéfices qu'en Optamco. Certes avec la liberté, avec moins de contraintes, mais si on parle d'argent, vous allez gagner moins. Et la seule façon de rentabiliser votre secteur 2, c'est que votre dépassement moyen soit d'une fois le tarif sécu. 100%, ça veut dire une fois le tarif sécu. Vésicule, 299,99 €. Et ben, si vous prenez 299,99 €, vous allez avoir un dépassement de 100%. Si vous prenez 600 €, vous aurez un dépassement de 200%. Et pour avoir un dépassement moyen de 100%, compte tenu de la structure des clientèles que l'on opère, même à Paris dans le 8e arrondissement, Hubert est bien passé pour le savoir également, c'est très difficile. Donc ce chiffre est quasiment plus atteint maintenant dans les zones où l'on peut exercer un secteur 2, on va dire, débridé. Car le secteur 2 a été bridé d'une part par la réforme des mutuelles et les contrats responsables qui ne remboursent plus les patients, et d'autre part par Madame Marisol Touraine qui a prononcé cette phrase magnifique que le secteur 2 et les dépassements d'honoraires étaient un obstacle à l'accès aux soins. Alors que jamais personne dans la population chirurgicale n'a fait payer des dépassements à des gens qui ne pouvaient pas les payer. Pour conclure avec cette diapositive, vous voyez qu'en secteur 2 avec 100%, ben vous avez 49% par rapport au secteur 1. Ce qui veut dire... Pourquoi ça passe pas ? Que si on regarde les courbes, l'évolution des recettes rapportées à celle de 70 indexées, donc la courbe noire, c'est le coût de la vie. Tout ce qui est en secteur 2, en Optamco, en convention, c'est en dessous du coût de la vie, donc vous allez perdre de l'argent tous les ans. Et si vous avez un dépassement à 100%, vous allez être par là. Alors maintenant, vous allez remonter avec l'Optamco, vous allez remonter un petit peu parce que la nomenclature CCM a atteint sa maturité, mais c'est quand même très illustrant cette diapo. Si vous regardez avec les charges, ce que ça donne, eh bien avec les charges intégrées, vous constatez la même perte et vous êtes en isoélectrique par rapport au coût de la vie, mais avec un supplément d'honoraires moyen à 100%, dont je vous ai dit qu'il était très difficile à respecter. Ça y est, c'est eu. Alors le secteur 2, il faut choisir sa clinique, mais il faut aussi choisir son secteur. Et pour choisir son secteur, il faut savoir où est-ce qu'on peut pratiquer le secteur 2. N'allez pas en Bretagne, tout ce qui est jaune, c'est pas bon. Parce que là, les dépassements sont entre 10 à 30%. N'allez pas dans le Cantal, Hubert Joannet. N'allez pas dans le Cantal, là, ils sont à 10% aussi. Par contre, vous pouvez aller dans le sud-ouest, vous pouvez aller là, en Normandie, vous pouvez aller dans les Alpes. Région parisienne, on va dire. Vexin là, c'est ça ? Jusqu'au Vexin. N'allez pas plus loin que le Vexin normand, c'est l'Epte. Il ne faut pas franchir l'Epte. À Saint-Clair-sur-Epte, vous faites demi-tour. Ce qui vous évitera de passer par les mauvais quartiers de Rouen. Donc, région sans Île-de-France périphérique, enfin grande Île-de-France, la montagne et la Côte d'Azur. Mais là, vous allez pouvoir faire des suppléments d'honoraires, et comme le disait Dominique Pouls, il y a une densité chirurgicale très importante, bien évidemment, ceci explique peut-être cela. Regardez la région parisienne, c'est pareil.
Il y a le nord, il y a le sud. Si vous allez dans le 9-3, ce ne sera pas pareil que si vous êtes dans le 75 ou le 92. Donc retenez bien cette carte, elle est déterminante pour votre choix. Quand vous vous installez, alors maintenant on va dériver un petit peu, parce que par rapport à ces chiffres, comme de toute façon vous serez en dégradation constante tout au long de votre carrière, puisque par rapport au coût de la vie, là encore, vous ne rattraperez jamais le truc, il n'y a que votre activité et votre intérêt qui va vous faire continuer à vous intéresser à votre boulot. Quand vous allez vous installer, donc il faut choisir son lieu, choisir son secteur et son mode d'exercice. Le mode d'exercice, on va en parler après, c'est savoir si vous allez vous installer en société exercice libéral ou pas. Parce que dès le départ, vous allez avoir des charges très importantes. L'assurance, 12 000 €. La caisse de retraite, 9 000 €. Le cabinet, si vous avez un cabinet, vous ne pourrez pas louer un local en rez-de-chaussée à Paris à moins de 2 000 € par mois. Le comptable, parce que si vous n'avez pas de comptable, vous allez faire des erreurs monstrueuses. Le secrétariat, parce que si vous n'avez pas de secrétaire, personne ne répondra à vos patients quand vous serez en train d'opérer et vous ne pourrez pas gérer votre clientèle. Et je vous ai mis 2 points d'interrogation, les charges sociales parce qu'elles vont arriver après, et vous le verrez bien le moment venu, mais c'est toujours au début, on ne se rend pas compte parce que l'URSSAF arrive après. Mais surtout, faites très attention à votre aide opératoire. Hein. Ça nous ramène au problème de la clinique, on en a déjà parlé tout à l'heure. Un petit alinéa que j'ai oublié. L'installation peut se faire par intégration dans une équipe, auquel cas il peut être intéressant de payer un ticket d'entrée. En ce qui concerne l'intégration d'un établissement ou d'une clientèle en succession, faites très attention, ne payez pas trop cher si ça ne répond pas aux critères qu'on a évoqués tout à l'heure. Alors, quand vous avez le choix de votre structure, vous avez le choix entre vous installer dans le régime des bénéfices non commerciaux. Alors ça, c'est très simple parce que vous allez bien le comprendre. La comptabilité, c'est une recette dépenses. À la colonne de droite, vous mettez les recettes, colonne de gauche, vous mettez les dépenses. Le bénéfice, c'est la différence entre les deux. Et le net qui va vous rester pour vous, c'est le bénéfice moins les impôts et la CSG. L'avantage de cette simplicité est compensé par un certain nombre d'inconvénients. Vous n'avez aucune visibilité sur ce que vous allez gagner à la fin de l'année. Et si vous n'avez aucune visibilité sur ce que vous allez gagner à la fin de l'année, vous allez être gêné pour vos investissements privés, vous allez être gêné peut-être pour payer vos impôts, encore que le prélèvement à la source maintenant atténue les problèmes, mais de notre temps, il fallait provisionner 2 ans de charges sociales et 1 an d'impôts pour pouvoir être à flot. Ce qui veut dire que chaque année, il fallait travailler autant que l'année d'avant. Parce que si on travaillait moins une année pour une raison ou pour une autre, eh bien on avait du mal à absorber le retard. Mais le prélèvement à la source ne règle pas tous les problèmes pour les professions libérales, parce que ce sont des prélèvements étagés. Donc inconvénient, la fiscalité augmente avec les recettes. Mais il vaut mieux que la fiscalité augmente plutôt qu'elle diminue dans ce contexte. En exercice libéral, il faut changer votre façon de penser. Alors réfléchissez bien à ça. Chaque fois, vous allez être imposé à 41% quand vous serez chirurgien, minimum. Après, c'est la tranche à 45%. Mais chaque fois que vous allez faire un investissement pour une nouvelle charge, que vous achetez des lunettes binoculaires parce que c'est mieux pour les anastomoses fines, eh bien, sur l'impôt à 41%, le coût réel de votre investissement, c'est 59%. Donc chaque fois que vous achetez un truc qui vaut 100, en fait, il vous coûte 59. Parce que vous le déduisez des impôts. En revanche, et c'est là où j'ai besoin de votre cerveau droit et de la communication avec le cerveau gauche, impôt plus CSG représente au moins 66% de votre bénéfice, ce qui veut dire que quand vous allez vouloir acheter quelque chose de privé, ça va vous coûter en trésorerie 3 fois, il faut gagner 3 fois l'investissement que vous voulez faire. Si vous voulez acheter une bagnole à 10 000 €, il faut que vous ayez 30 000 € de côté parce que vous aurez l'impôt qui va passer, la CSG. Alors ça, c'est un exercice intellectuel important quand on sort de l'hôpital.
À l'opposé de cette installation en bénéfices non commerciaux, vous avez l'exercice en SEL, Société d'exercice libéral. Je vous conseille de le faire, mais en société unipersonnelle. On pourra en parler tout à l'heure. Les SEL comportant plusieurs chirurgiens, mon fils dit souvent qu'il est directeur d'établissement, de gros établissements. Ce n'est pas Dominique Pouls qui nous contredira. Les chirurgiens, c'est impossible à gérer, c'est un troupeau de chats. Donc, exercice en SEL, mettez-vous tout seul dans votre SEL. Vous aurez une comptabilité de société. Cet inconvénient, ce formalisme, c'est l'expert comptable qui le fera à votre place. Mais l'avantage de la société d'exercice libéral, c'est que le revenu mensuel, c'est vous qui allez le fixer. C'est vous qui déciderez combien vous voulez gagner par mois. La fiscalité est totalement prévisible, parce que si vous vous fixez un revenu de 5 000 € par mois, vous savez qu'à la fin de l'année, vous allez déclarer 60 000 et vous aurez tant d'impôts. L'impôt sur les sociétés que vous allez payer en étant en exercice en société libérale, il est de 30% et il va passer à 25%, nous l'espérons. Il y a des possibilités de distribution de dividendes. Et dans la mesure où c'est vous qui fixez votre revenu mensuel, vous allez garder des réserves financières dans votre SEL, et cette justification des réserves dans la SEL va vous permettre éventuellement de faire des placements, et éventuellement, on va le voir après, de compléter votre retraite. Avantage des SEL. Regardez cette diapo. Personne n'y comprend rien, c'est un truc par décile. On prend les 10% qui gagnent le moins, les 10% qui gagnent le plus. Et puis on voit les secteurs 1, les secteurs 2 et les SEL en orange. Ce qui est important, c'est le P99. C'est quoi le P99? C'est les 0,1% qui gagnent le plus. Et vous voyez que leur revenu diminue. Pourquoi? Parce qu'ils gagnent le plus, ils mettent en réserve et ils se distribuent que ce dont ils ont besoin. Avantage d'être en SEL. Enfin, pour vous donner mal à la tête, vous êtes en SEL, vous allez distribuer des dividendes. Si vous êtes plusieurs dans la SEL, il y a des gens qui ne vont pas vouloir distribuer des dividendes, il y en a qui vont vouloir en distribuer. Vous allez vous engueuler tout de suite. Pourquoi? Parce que le mécanisme est excessivement complexe. Quand vous voulez distribuer 100 €, 100 kg de dividendes, la SEL va payer 30%, ça c'est la taxe Macron, c'est le flat tax Macron, 30%, 30 kg €. Sur la partie supérieure à 10% du capital, elle va payer 3,20% de CARM, parce que la caisse de retraite vous attend au tournant, jusqu'à 198 000 €, 25,2% d'URSSAF, ce qui va nous faire un total de 28. Donc votre société, pour distribuer 100 kg €, va payer 58 kg € de taxes. Ce qui veut dire que pour distribuer 100, il faut avoir 128 en trésorerie. Le médecin, lui, il va encaisser 70 kg €, parce qu'il y a eu ça, et il va payer en impôts 12,80 de moins sur 100 kg €, 12,80 de moins d'impôts, parce qu'ils ont été déjà payés là-haut, et la CSG. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, il faut faire travailler ces ménages. En conclusion, la cessation d'activité, je vous la fais très vite. En BNC, il ne vous reste rien qui est caisse de retraite auquel vous avez cotisé. En SEL, vous allez pouvoir avoir les réserves de la société qui vous permettront de compléter votre retraite, soit sous une forme d'apport, soit sous une forme de complément de retraite étalé dans le temps. En conclusion, vous avez compris qu'il ne faut pas être omnipraticien, mais ça, vous l'avez compris puisque vous êtes là. Vous avez compris qu'il vaut mieux être en secteur 2. Vous avez compris qu'il vaut mieux être en SEL. Mais peut-être auriez-vous dû vous pencher sur cette merveilleuse spécialité qu'est l'anesthésie. Mais on parle des finances. Non, on ne parle pas. Là, j'ai bien dit que nous étions dans une parenthèse financière et que ça ne devait pas occuper plus de 30% du cerveau. Conclusion, si vous avez tout compris, c'est que je me suis mal exprimé. C'est Mario Draghi qui a dit ça, quand il a essayé d'expliquer sa politique monétaire. Est-ce que vous avez des questions sur ce passionnant sujet?
Oui, pas plus qu'une question, une petite précision. Et c'est vrai que j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure. Même si c'est pour l'instant très très marginal, il existe de plus en plus de praticiens salariés dans les établissements libéraux. Alors c'est surtout aujourd'hui des médecins oncologues, anesthésistes, relativement peu de chirurgiens, mais gériatres, oui, beaucoup de médecins gériatres, mais pourquoi pas demain de chirurgie. Et à ce moment-là, vous éviterez tous ces problèmes-là. Merci, oui. Oui. En fait, tu aurais pu ajouter, n'hésitez pas à vous faire conseiller, parce qu'effectivement, notre préoccupation de chirurgien, c'est de s'occuper de nos patients. Tout ça, tout d'un coup, on se trouve vivre sur un grand pied, etc. Mais on n'a pas fait ce métier pour avoir le goût de faire de l'argent. Il faut donc bien savoir se faire conseiller tant sur les contrats que sur la comptabilité, que sur le choix de la SEL, la rédaction du contrat de la SEL, parce qu'il y a des enjeux derrière tout ça, et si on le fait mal, eh bien, après on en paie les conséquences, et c'est assez complexe. En plus, ça évolue tout le temps, donc je crois que c'est vraiment important de ne pas hésiter à demander à des gens qui savent bien. Merci beaucoup. Juste rapidement, parce que vous avez donné plusieurs montants en fait. Le 160 800 €, il concerne, ce que vous avez dit, les chirurgiens dans la moyenne, mais il concerne ceux qui sont en secteur 1, secteur 2, qui sont en public, qui sont... Voilà. C'est vraiment la moyenne de tous. Ça va des chirurgiens viscéraux aux chirurgiens plasticiens, c'est un grand éventail. D'accord, mais dans tous les secteurs en fait? Tous les secteurs. C'est la moyenne nationale. Ok, parce que je pensais que les chirurgiens en fait qui étaient en hôpital public, ils étaient fonctionnaires. Non, il n'y a pas de public là. D'accord. On est qu'en privé. D'accord, pas de souci. Okay. On n'est qu'en privé. La différence, c'est que ce matin, vous avez vu les revenus des praticiens hospitaliers. Mais il faut bien faire attention. Les revenus des praticiens hospitaliers, il y a beaucoup moins de charges qu'en privé. Il n'y a pas de charge. Donc il faut... oui, c'est ça, il n'y a pas de charge. Hein. Et donc, il faut bien, quand vous faites l'analyse des choses, voir ce que Philippe Béret vient de montrer sur les recettes, mais également, contrepartie, on va en parler, les charges, en privé, et puis les recettes brutes qui sont en public et pour lesquelles vous n'avez pas de charge. Oui, Monsieur le Président de l'Académie. Pour compléter, en exercice public, quand on a une activité privée, hein, moi j'ai fait partie de la commission d'activité libérale de mon établissement Hospice Civil de Lyon. Le revenu, le chiffre d'affaires du chirurgien varie entre 30 000 et alors la moyenne est à peut-être 70 000, et puis tu as des spécialités comme l'ophtalmologie ou comme certains orthopédistes qui vont jusqu'à des chiffres à 6 chiffres, ouais, voilà. Mais bon, c'est vraiment les exceptions. La moyenne c'est 70 000 €. En sachant que ça c'est le chiffre d'affaires. Donc finalement ce qui reste c'est à peu près la moitié. Donc après tu divises par 12 et ça fait à peu près, tu vois, c'est à peu près de cet ordre d'idée dans une ville où les dépassements sont assez modérés. En libéral. Je parle du secteur privé d'un chirurgien qui exerce dans le public, tu vois, dans le cadre de son contrat d'exercice libéral. Alors les chiffres qui ont été donnés là sont issus de la CARMF, c'est la caisse de retraite, de l'adresse d'un service du ministère. Ils ne comprennent pas, ils sont un peu péjorants sur l'activité chirurgicale parce qu'ils ne comprennent pas les bénéfices des SEL. Tous les chiffres généraux ne comprennent pas les bénéfices des SEL parce que c'est très difficile à calculer et même je ne sais plus comment s'appelle cet organisme qui gère les associations de gestion agréées, il y a un organisme qui gère ça, quand il fait ses publications, il ne met pas les SEL. Est-ce qu'ils ne les ont pas? Ils les ont pas. Ils les ont pas. Ils les connaissent pas, ils les ont pas. Oui, Dominique. Oui, juste pour dire, parce que là, on se perd dans des trucs assez compliqués, puisque ça s'adresse surtout aux jeunes collègues.
je parle sous le contrôle des gens du public et du privé, les revenus d'un chirurgien dans le privé et dans le public qui a une activité libérale dont vous parliez tout à l'heure sont globalement les mêmes. Les chirurgiens qui sont dans le public qui n'ont pas une activité libérale ont peut-être 20 à 25% de revenus en moins, mais c'est cet ordre d'idée-là qui est important pour vous. Voilà. Oui, je crois que c'est à peu près équivalent. La seule variable d'ajustement pour ceux qui ne font pas de privé, qui sont en plein hospitalier, ce sont les expertises judiciaires. Voilà, c'est tout. Mais sinon, c'est à peu près équivalent.